Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous êtes en forme et que je vais agréablement accompagner ce que vous êtes en train de faire avec ce nouvel épisode de podcast dans les oreilles. Aujourd'hui, attention, je vais vous délivrer les 10 commandements de l'alimentation saine et plaisir. Bon, vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas de commandements, on n'aime pas trop ça nous les commandements dans l'assiette, mais comme titre ça passait plutôt bien, alors je l'ai gardé. Mais ce sont des conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui qui ont pour but de vous aider à allier plaisir et santé dans votre assiette. Parce qu'on met souvent l'un et l'autre en opposition, alors que les deux peuvent parfaitement bien se compléter. Et dans ce cas, c'est le jackpot pour se régaler au quotidien en prenant soin de sa forme et de sa santé. Alors c'est parti pour mes 10 conseils faciles à appliquer dès aujourd'hui pour faire frétiller vos papilles et combler votre appétit en mangeant des aliments qui vous veulent du bien. Mais juste avant ça, un peu d'auto-promo. Je vous passe pas de pub pour des sponsors, alors je me permets de prendre un tout petit peu de votre temps d'écoute pour vous partager mon travail du moment qui rentre complètement dans la thématique de cet épisode et qui, du coup, pourrait beaucoup vous intéresser. J'anime ce dimanche 9 juin à 16h un atelier en ligne et en live dans lequel je vous donne mes meilleurs outils pour vous permettre d'équilibrer votre alimentation sans vous prendre la tête. Et cette approche ludique et facilement applicable que j'ai mise sur pied ne se base pas sur des méthodes à marcher sur la tête, sur des règles rigides ou des aliments interdits, ni sur le comptage de calories. Parce que oui, il existe des solutions alternatives plus simples et beaucoup plus pérennes que je compte bien vous apporter sur un plateau en argent lors de cet atelier. Cet atelier sera accessible via Powerhouse, en direct si vous pouvez être là le jour J, ce que je vous conseille parce que c'est toujours plus sympa et que je réserve un temps à la fin entièrement dédié à vos questions auxquelles je répondrai. Mais sinon, bien sûr, l'atelier sera ensuite disponible en replay sur la plateforme dès le lendemain. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse un petit lien avec toutes les infos dans les notes de ce podcast. Et puis, je vous invite aussi à aller écouter l'épisode numéro 13, qui est une très bonne introduction à ce sujet. Voilà, c'était mon petit moment d'auto-promo. Honnêtement, je préfère vous parler de ça plutôt que de vous partager des codes promo pour des marques de matelas ou des têtes d'oreiller anti-rides. Bon, revenons maintenant au sujet du jour, les 10 commandements, qui sont pas des commandements mais vous avez compris, de l'alimentation saine et plaisir. Premier commandement, tes papilles, tu éveilleras. Et oui, tout le monde ne vit pas une folle histoire d'amour avec les épinards et les brocolis. Entre les souvenirs parfois traumatisants de la cantine, mon mec en a gardé une phobie des aubergines, la faible exposition aux légumes et aux légumineuses pendant l'enfance, les aliments ultra transformés et ultra appétants qui nous grillent les papilles, difficile de trouver le kale et les lentilles super séduisants. Et pour en revenir à nos mauvais souvenirs de cantine, je vous donne une information très intéressante partagée par le neurobiologiste Patrick MacLeod qui nous dit que, ouvrez les guillemets, c'est ce que l'on projette sur un aliment qui va faire qu'on va l'aimer ou pas. Fermeture des guillemets. Et aussi que, rouverture des guillemets, la seule chose que l'on est programmé à aimer, c'est le sucre. Tout le reste, donc les autres goûts, on apprend à les aimer. Refermeture de guillemets. C'est hyper important à garder en tête. Par contre, est-ce que ça veut pour autant dire qu'on peut apprendre à tout aimer ? Pas forcément. Moi, personnellement, vous me ferez jamais aimer l'andouillette ou le durian. Parce que, outre l'exposition aux différents goûts au cours de notre vie, qui vont façonner nos préférences gustatives, nos récepteurs eux-mêmes sont tous différents. Ce qui explique par exemple que certaines personnes apprécieront plus l'acidité et l'amertume, alors que d'autres ne les supporteront pas du tout. Et même nos gènes s'y mettent. Certaines variations génétiques peuvent créer des différences de goût flagrantes pour un même aliment chez deux individus, comme pour la coriandre par exemple. Personnellement, je suis pas touchée et j'en suis ravie parce que ma vie sans coriandre serait bien triste. Quoique, je vous dis ça, mais il y a moins d'une dizaine d'années, j'étais franchement pas fan, alors que maintenant, je pourrais en manger par poignée. Et ça illustre bien le fait que, hors variation génétique qui donne le goût de savon à un aliment donné, ce qui s'applique surtout à la coriandre et les aldéhydes qui la composent, en dehors de ça, aimer les aliments, ça s'apprend. Et c'est quelque chose qui peut s'apprendre et qui peut évoluer à tout âge. Et le meilleur moyen de démarrer cet apprentissage, c'est de s'exposer, ou plutôt d'exposer nos papilles, à la diversité.
D'ailleurs, il y en a qui ont leur mot à dire et qui ne s'en privent pas à propos de nos préférences gustatives. Ce sont les milliards de bactéries qui peuplent nos intestins. Et oui, parce qu'en mangeant, on les nourrit directement. Et vous savez, maintenant que vous avez écouté l'épisode numéro 9, à la découverte de nos super locataires, que notre nourriture est le plus grand modulateur de notre microbiote intestinal, qui est lui-même le chef d'orchestre de notre santé. Alors, ce microbiote, il influence considérablement notre appétence pour les aliments. Et les bactéries qui le composent nous réclament les aliments qui leur permettent de rester en vie et de se développer, en orientant nos choix gustatifs. Donc, plus notre microbiote est riche, plus notre attirance pour une large diversité d'aliments riches en fibres sera élevée. Des aliments comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les fruits à coque. Des aliments qui ne sont pas forcément attirants de prime abord, particulièrement quand on n'y a pas été exposé, et qui pourtant pourront donner l'eau à la bouche des personnes ayant l'habitude d'en consommer. Oui, on peut avoir très envie de lentilles ou de brocolis, ou développer une passion pour le kale et les légumes à feuilles vert foncé, comme c'est le cas pour moi. A contrario, une alimentation majoritairement composée d'aliments ultra transformés, de sucres raffinés et de graisses saturées favorisera la croissance de bactéries qui s'en nourrissent, aux dépens de nos précieuses bactéries de fermentation productrices d'acides gras à chaîne courte, et générera un déséquilibre du microbiote intestinal, une plus forte appétence pour ces aliments et une difficulté accrue à digérer les aliments riches en fibres, pourtant essentiels à notre santé et à celle de notre microbiote. Et en plus de flinguer notre microbiote, ces aliments sont souvent riches en sel, en arômes et autres additifs et exhausteurs de goût, savamment combinés pour avoir un effet orgasmique sur nos papilles à chaque bouchée. Alors ça, certes, ça fait planer nos papilles. Mais le problème, outre le fait que ces aliments ne soient en rien bénéfiques à notre santé, c'est que cette saturation fait perdre toute sensibilité à nos papilles. Et donc en conséquence, une exposition trop importante et régulière à ces produits fera paraître à notre palais le reste des aliments, et donc ceux qui sont potentiellement bons pour notre santé, d'une fadeur absolue. Et c'est comme ça que nos préférences gustatives peuvent être largement façonnées et nous donner l'impression que tout ce qui n'est pas saturé en sucre, en sel, en exhausteur de goût, en gras ou en édulcorant a le goût d'une hostie. Bon, je crois que j'en ai jamais mangé, mais d'après ce que j'ai compris, ça a zéro goût. Donc je trouvais que c'était pas mal comme comparaison. Et c'est là qu'il va être important de comprendre et d'accepter que cette saturation n'est pas normale. Il va donc falloir rééduquer nos papilles au goût réel des aliments qui ne sont pas passés entre les mains des experts en hyperpalatabilité dont le job est de rendre les aliments industriels hautement addictifs. Ça, si ça vous intéresse, je pourrais en faire un épisode de podcast. Donc, prendre du plaisir gustatif à manger des aliments sains qui ne soient pas hyper palatables, mais qui contiennent leur propre saveur bien plus subtile, ça s'apprend. Grâce à une exposition régulière de nos papilles, mais aussi de notre microbiote intestinal à ces derniers. Et grâce aussi à des modes de préparation qui les rendent vraiment bons, en variant les épices, les condiments, les cuissons. C'est ça la magie de la cuisine. Et vraiment, ça peut être simple. Il n'y a pas besoin de se lancer dans Top Chef pour s'y mettre. Et c'est fou comme en modifiant notre alimentation pour des aliments plus bruts, vivants et réellement nutritifs, notre goût et notre attirance gustative se modifient naturellement. Et puis très important dans cette démarche d'ouverture à la fabuleuse diversité gustative que nous réservent toutes les combinaisons et recettes possibles que les aliments bruts nous permettent, ça va être d'apprendre les bases de la cuisine. Le b.a.-ba. Parce que investir sa cuisine et ses placards, c'est une démarche très importante qui contribue grandement au plaisir de manger. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. Pour commencer, on s'éveille pas à pas à de nouvelles saveurs, en découvrant de nouveaux plats, en intégrant de nouveaux ingrédients, épices, modes de préparation. On sort progressivement de notre train-train gustatif quotidien pour stimuler nos papilles et s'exposer à une diversité d'aliments grandissante qui nous sera bénéfique à bien des niveaux. Et ça, c'est le meilleur moyen de se régaler tout en contribuant à l'équilibre de notre microbiote et en prenant soin de notre santé. Allez, maintenant, on passe au commandement numéro 2. La flexibilité sera ton maître mot. Je sais pas pourquoi je prends une voix comme ça quand je dis les commandements. Bref, cette notion de flexibilité, elle occupe un rôle fondamental dans une alimentation équilibrée et réellement apaisée. C'est cette flexibilité qui permet un équilibre durable. Faire preuve de rigidité, semer des interdits et établir des règles strictes à ne pas enfreindre, c'est la porte ouverte aux frustrations, aux peurs alimentaires et au développement de troubles du comportement alimentaire. Si vous sentez aujourd'hui que vous êtes dans cette situation, je vous encourage grandement à aller consulter un ou une thérapeute spécialisée. Parfois, il suffit de pas grand-chose pour faire sauter les carcans d'une relation à l'alimentation rigide
et c'est salvateur pour la suite. Et parfois, le travail est plus approfondi, se prolonge davantage dans le temps quand les facteurs qui ont généré la rigidité alimentaire et les troubles qui peuvent l'accompagner sont liés à des problématiques plus profondes ou à des événements passés. Mais dans tous les cas, vraiment, je vous recommande d'aller consulter. Ne serait-ce qu'une fois, parce que ces problématiques ne trouvent pas leur solution dans l'assiette et que ça n'est certainement pas une nouvelle règle alimentaire ou un nouveau régime qui contribueront à une quelconque amélioration du rapport à la nourriture si celui-ci est conflictuel ou commence à devenir sensible. Et pour en revenir à la notion de flexibilité, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment d'en faire le phare de votre alimentation. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 13, c'est pas parce qu'un aliment n'apporte pas de bienfaits à notre santé ou ne contribue pas à nos besoins nutritionnels qu'il n'a pas sa place dans notre alimentation. Et encore moins qu'il doit être interdit. Parce que les notions de plaisir et même parfois de délicieuse régression, comme les joyeuses goinfreries des repas de fête par exemple, elles ont leur rôle à jouer dans une alimentation pleinement équilibrée et épanouie. Et je peux vous dire que même si trop manger ou manger des aliments dits malsains, avec de gros guillemets, n'apporte rien d'intéressant à notre corps et peut potentiellement constituer une petite agression pour lui, laissez-moi vous dire qu'il lui en faut bien plus pour être ébranlé. Vous n'êtes pas en sucre, et votre corps peut parfaitement bien gérer un surplus ponctuel de ce dernier sans que vous ne deviez faire une détox ou une diète pour soulager ses organes. Dans la mesure où la majeure partie du temps, vous le nourrissez vraiment, avec des aliments à haute densité nutritionnelle et à la hauteur de ses besoins. Et là-dessus aussi, l'épisode numéro 13 vous aidera à y voir plus clair sur ce que ça veut dire. Tiens, on va faire une petite remise en perspective. On mange en moyenne 3 repas par jour, ce qui fait presque 1100 repas par an. Imaginez que parmi tous ces repas, une bonne centaine d'entre eux ne soient pas équilibrés, soient trop riches ou constitués de junk food. Ça fait à peine 10% du total de vos repas sur l'année. Et ces 10%, ils auront l'effet d'une petite goutte d'eau dans l'océan des 90% de vos repas annuels. Donc voyez l'alimentation dans son ensemble. C'est votre base alimentaire qui importe. Alors profitez allègrement de ces moments de plaisir régressif sans vous dire qu'il faut que vous rattrapiez quoi que ce soit. Remettez les choses en perspective et voyez votre alimentation dans son ensemble plutôt que de pointer votre loupe sur le repas ou l'aliment un peu bof-bof que vous êtes en train de manger. Ok, ça c'était pour la flexibilité. Maintenant on passe au commandement numéro 3. Attendez, je reprends ma grosse voix. En conscience, tu mangeras. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste manger en conscience ? Il faut dire qu'à l'heure où on engloutit nos repas davantage qu'on les savoure, où on court perpétuellement après le temps ou les enfants, et où bien souvent nos repas sont accompagnés d'écrans, manger en conscience, c'est pas franchement ce qu'on a l'habitude de faire. Et pourtant, ce pli qu'on a pris, ça serait plutôt pas mal de passer un petit coup de fer à repasser dessus. Parce que notre incapacité à consacrer un chouïa de temps et d'attention à nos repas, elle ne nous fait pas du bien. Et ça commence déjà par le choix de nos repas et de ce qu'on met dedans. Pour ça, un minimum de connaissances en matière de nutrition, la base de la base, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est ce qu'on verra pendant l'atelier. Et bien c'est un des meilleurs outils que vous puissiez avoir à votre disposition. Vous choisissez vos aliments en conscience plutôt que de mettre au pifomètre des trucs dans votre bouche parce que c'est l'heure de manger. Genre le sandwich triangle acheté à la cafétéria ou la salade de la boulangerie qui ne rassasierait même pas un moineau. Et puis, l'acte de manger en lui-même, remettez-y un peu de conscience aussi. Vous le savez, votre digestion commence par la mastication. Et sans une mastication suffisante, c'est toute votre chaîne digestive qui est perturbée, avec des conséquences bien plus vastes que des petits désagréments digestifs post-prandiaux. La mastication est carrément sous-cotée, alors qu'elle joue un rôle central dans notre santé. Mais vraiment. Et on n'est pas beaucoup aujourd'hui à pouvoir se vanter de mastiquer suffisamment. Alors pour remédier à ça, mangez un peu plus en conscience. Essayez d'être pleinement présent de la première à la dernière bouchée. Prenez le temps de mâcher, de vous imprégner des saveurs et de la texture de chaque bouchée, sans avoir l'esprit complètement parasité par autre chose. Essayez autant que vous le pouvez de passer ce moment sans être préoccupé par les tâches à faire de la journée, parler de travail ou même continuer à travailler. Établissez des règles auprès de votre entourage si besoin, en n'hésitant pas à leur expliquer pourquoi c'est si important. La communication, ça aide beaucoup, notamment avec les proches et les membres du foyer, et puis ça peut leur être tout aussi bénéfique. Identifiez pourquoi vous avez autant besoin d'occuper votre esprit en mangeant. Nos cerveaux modernes deviennent de plus en plus intolérants à l'ennui, alors que celui-ci a un rôle considérable à jouer dans notre santé mentale. D'ailleurs, là-dessus, je lis un très très bon bouquin en ce moment, je pense que je vous en ferai un épisode. Bref, remettez vos repas à leur juste place dans votre vie, autant que vous le pouvez. Et mettez-y de la conscience. Ça ne veut pas dire manger dans un silence monacal, mais trouvez un bon compromis qui vous permette d'être davantage présent au cours de vos repas, pour les mastiquer et les savourer suffisamment, plutôt que de manger ou lance-pierre sans considération pour ce que vous mettez dans votre bouche et les sensations que ça vous apporte. C'est aussi ce qui vous permettra, en plus, d'améliorer grandement votre santé digestive
et de beaucoup mieux réguler les sécrétions qui dictent vos signaux de faim et de satiété. C'est aussi vous reconnecter avec le rôle de votre alimentation et les précieux nutriments que vous êtes en train de vous apporter. Et puis en plus, s'il s'agit d'un bon petit plat, prendre le temps de le savourer ne le rendra que meilleur. Et ça, c'est quand même le pied. Bon, en vous enregistrant cet épisode, je me rends compte que je pourrais dédier un épisode complet à chacun de ces commandements, mais je vais essayer de rester assez concise pour celui-ci parce que le but c'est de vous partager une vision d'ensemble. Mais par contre, si vous voulez que je développe plus certains sujets dans de prochains épisodes, n'hésitez pas à me le dire. Et j'en profite pour vous redire que je suis désolée si je ne réponds pas à votre commentaire, mais je lis bien chacun d'entre eux. C'est juste que ça devient vite ingérable d'y répondre individuellement et que je pense que ma valeur ajoutée pour vous, elle se trouve davantage dans le travail que je vous partage que dans l'envoi de réponses systématiques aux commentaires que je reçois. Même si j'essaye de faire de mon mieux pour vous répondre. Et puis aussi toutes mes excuses si vous entendez en bruit de fond mon ordinateur qui chauffe à mort. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas moi je l'entends à fond. Voilà, faudrait peut-être que je le change un jour. Ceci dit, passons au commandement numéro 5. Volume et densité nutritionnelle, tu privilégieras. Bon, maintenant, vous le savez, en tout cas si vous avez écouté les épisodes numéro 10 et numéro 13, toutes les calories ne se valent pas. Il y en a qui sont bourrées de nutriments utiles à notre corps et à notre microbiote, et d'autres qu'on pourrait qualifier de vides en termes d'intérêt nutritionnel. Ce qui n'en fait pas pour autant des calories vides d'énergie, et ce ne sont pas nos réserves de graisse qui s'en remplissent allègrement qui diront le contraire. Donc très grossièrement, les calories provenant d'aliments ultra transformés, riches en sucre raffiné, les plats préparés ou les fast-foods n'auront pas du tout les mêmes effets sur notre corps, notre énergie, notre humeur, nos hormones et finalement toute notre biochimie que la même quantité de calories que nous apporterait un bon plat constitué d'aliments bruts, vivants, préparés maison. Et oui, pour rappel, le degré de transformation et de raffinage, la pauvre qualité des ingrédients utilisés et la teneur en micro et macronutriments d'un aliment ou d'un plat vont largement appauvrir la qualité des calories consommées, à valeur calorique égale. Et ces calories, même si sur le papier elles apportent le même niveau d'énergie, elles vont potentiellement provoquer des fluctuations de glycémie, des envies de grignoter, activer le circuit de la récompense, appauvrir notre microbiote, générer une réponse inflammatoire, détourner les nutriments nécessaires à notre cerveau, etc. La liste est encore longue. Et ça en apportant que très peu de nutriments utiles et essentiels à notre organisme. Sans compter que bien souvent, les calories contenues dans ce type d'aliments sont bien plus concentrées en un faible volume. C'est le cas des aliments riches en calories vides. Beaucoup de calories, mais pas beaucoup de nutriments d'intérêt dedans. Par exemple, un sandwich sous vide ou une barquette de sushi combleront bien moins nos besoins et notre appétit à calories égales qu'un bon Buddha Bowl bien généreux, malgré le fait que ce dernier soit plus volumineux. Et oui, volumineux car il contient des végétaux vivants, riches en fibres et en eau qui vont augmenter le bol alimentaire et ralentir l'absorption des nutriments, sans compter les précieux micronutriments qu'ils apportent. On y ajoute de bonnes sources de gras et de protéines, et là on a un repas qui joue pleinement son rôle, celui de nous nourrir véritablement. Et ça, si on veut éviter frustration, fringales, sautes d'humeur et envie irrépressible de sucrer, c'est plutôt pas mal. Donc attention à ne pas associer volume visuel à richesse calorique. C'est une confusion que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, mais qui peut disparaître très rapidement quand on comprend un peu plus cette notion de densité nutritionnelle, et qui permet, du coup, de faire des choix alimentaires plus justes et bien plus adaptés à nos besoins, qui comblent aussi bien mieux notre appétit et nos envies. Alors justement, pour composer des repas généreux et nutritifs qui comblent nos papilles, on passe au commandement numéro 5. De la place, autant de cuisine tu feras. Vous connaissez l'adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Eh bien en cuisine, il est particulièrement vrai. Rien de mieux pour choisir les aliments qui sont bons pour nous et les accommoder à notre goût que de les préparer soi-même. Se préparer à manger est un des piliers fondamentaux d'une bonne hygiène de vie. Et pourtant, le temps passé en cuisine des Occidentaux a considérablement diminué ces dernières décennies, au profit des plats préparés et des aliments transformés et de davantage de temps de divertissement. Pourtant, quand on y pense bien, qu'est-ce qui est le plus essentiel ? Préparer de quoi se nourrir ou regarder la télé ? Ok, j'exagère un peu et j'ai parfaitement conscience des tâches et de la charge mentale que beaucoup de personnes, particulièrement les femmes, doivent assumer au quotidien, mais c'est tout de même pas si loin de la réalité. Pourtant, la préparation des repas, qui a largement été évincée par nos habitudes de vie, elle ne devrait pas être perçue comme une contrainte ou une tâche supplémentaire désagréable. Parce que préparer à manger pour soi et pour ceux qui nous sont chers, si on n'est pas en solo, c'est s'offrir un geste infiniment bienveillant qui contribue massivement à notre santé. Parce que le temps et les efforts que les plats préparés nous font gagner,
C'est notre santé et notre bien-être qui en payent le prix. Alors, en fonction de vos possibilités, réinvestissez votre cuisine. Intégrez la préparation de vos repas dans vos habitudes de vie. Faites en sorte que ce moment passé soit agréable, en écoutant un bon podcast par exemple, en découvrant de nouvelles recettes, et faites-en un moment de partage avec vos enfants ou toute autre personne faisant partie de votre foyer. Parce que souvent, le fait de cuisiner ne revient qu'à une seule personne, alors que les repas bénéficient, eux, à toutes les personnes du foyer sans exception. Donc il n'y a aucune raison que ces personnes n'y contribuent pas. Et c'est un excellent moyen d'éveiller la curiosité et les papilles des petits comme des grands. Certes, l'idée n'est certainement pas de passer 3 heures par jour en cuisine, et c'est ce qui nous amène justement au commandement numéro 6, le meal prep tu adopteras. Au moins pour les bases. Meal prep ou batch cooking, ces termes vous sont sûrement familiers. Il consiste à organiser et à préparer ses repas à l'avance. Alors, l'idée n'est certainement pas de faire des piles et des piles de Tupperware contenant les mêmes aliments pour chaque jour de la semaine, dont la fraîcheur et la saveur diminueraient au fur et à mesure que les jours passent. Et puis, franchement, qui a envie de manger la même chose tous les jours? Mais un minimum d'organisation, que ce soit la liste des courses, le stockage des ingrédients, leur préparation, comme par exemple laver et couper les légumes à l'avance, préparer les ingrédients de base, comme les féculents, légumineuses et autres légumes cuits, les protéines et même les sauces, ça permet à la fois de s'assurer d'avoir des repas nutritifs à notre goût, faciles à préparer et à emporter, plutôt que la barre de céréales du petit déjeuner ou la petite salade qui nourrirait pas un moineau trouvé à la supérette à côté du boulot. Et puis en plus, c'est génial pour à la fois gagner du temps en cuisine au jour le jour et faire des économies. Certes, ça demande encore une fois d'investir sa cuisine et de faire un bon travail de réorganisation. Mais il existe tout un tas de guides du meal prep et du batch cooking pour vous y aider. Et j'y ai aussi apporté ma petite contribution en créant le Meal Prep Guide qui est disponible dans Powerhouse. Et vraiment, même si vous jouez de jeu qu'à moitié, vous en tirerez déjà énormément de bénéfices, autant économiques qu'en termes de temps gagné et de santé. Et puis aussi de papilles comblées. Et là encore, on n'hésite pas à faire participer tous les membres du foyer. Et puis franchement, c'est plutôt sympa d'avoir un petit déjeuner savoureux qui nous attend tout près dans notre frigo le matin avant d'aller travailler, ou une bonne base d'ingrédients déjà prêts pour le dîner, non? Le Meal Prep, ça change la vie. Il suffit juste de s'y mettre petit à petit, de se faire sa propre organisation et de trouver les bons compromis. Si pour certaines personnes, un meal prep bien cadré sera nécessaire avant qu'une semaine ultra remplie ne démarre, pour d'autres, préparer les bases et prendre l'habitude de multiplier les portions lors de la préparation des ingrédients ou de certains plats sera amplement suffisant pour faire gagner du temps et des économies. Et c'est d'ailleurs un bon moyen de se mettre le pied à l'étrier qui va mener aussi progressivement à modifier la liste des courses et les habitudes en cuisine. Et pour se mettre le pied à l'étrier, justement, le commandement numéro 7 est bien utile. Des créateurs de contenu culinaire, tu suivras. Ça, c'est un des gros avantages des réseaux sociaux. Ils nous donnent accès à une quantité astronomique de contenus digitaux qui parfois peuvent être franchement géniaux. Et oui, parce que les créateurs de contenu culinaire redoublent de créativité pour nous partager leurs recettes, leurs conseils d'organisation, de courses, leurs astuces de préparation. Et dans le cas des petites recettes, des découvertes culinaires et aussi du meal prep, c'est franchement génial. D'ailleurs, personnellement, c'est une des choses qui a complètement révolutionné mon alimentation. J'étais méga nulle en cuisine et il y a quelques années, mes assiettes faisaient pas franchement rêver. C'était salade toute faite le midi et le soir, riz en sachet, haricots en boîte et macarons en conserve ou blanc de poulet sous vide. Bref, c'était pas joyeux. Et puis alors, bien sûr, gros lâchage au resto ou sur les fast-food dès que j'en avais l'occasion. Bon, logique vu la tristesse de mes repas de la semaine. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai eu envie de lier alimentation saine et équilibrée aux saveurs et aux plaisirs gustatifs. Et puis c'était une problématique que rencontraient aussi les personnes que j'accompagnais en coaching. Alors j'ai commencé à explorer pour moi et pour mon travail et les créateurs de contenu culinaire m'ont énormément aidée. Je me suis mise à suivre certains créateurs qui avaient à la fois une approche saine, gourmande et ludique de la cuisine. J'ai pu prendre goût à expérimenter des recettes et considérablement élargir ma palette, découvrir de nouvelles saveurs et me régaler au quotidien. Et ça a été une véritable révélation. Et pourtant, je partais vraiment de loin en termes de compétences en cuisine. Puis j'aimais pas ça en plus. Et ce qui m'a vraiment aidé par rapport à de simples livres de cuisine, c'est que les formats vidéo donnent une nouvelle dimension aux recettes qui deviennent carrément plus ludiques à découvrir et faciles à suivre. Et puis généralement, les créateurs de contenu culinaire ne sont pas avares de bons petits conseils. Donc vraiment, ajoutez quelques chouettes créateurs de contenu culinaire au compte Instagram et aux chaînes YouTube que vous suivez, et puis expérimentez leur travail, leurs conseils et les recettes qu'ils vous partagent. Et je peux vous garantir qu'au fur et à mesure, votre engouement va se développer et vous allez vite vous retrouver à prendre un plaisir fou à découvrir et même à concevoir de nouvelles recettes. Et ce, même si vous êtes complètement débutant en matière de cuisine et même si vos moyens sont très limités. Parce que parmi cet océan de contenu, on peut aussi trouver de très nombreuses vidéos qui proposent des recettes spéciales petit budget qui vous permettront de vous régaler
salé sans trop alléger votre porte-monnaie. D'ailleurs, l'idée m'a tellement aidée que j'ai rapidement commencé à partager moi aussi mes recettes et mes conseils, ce que je continue encore de faire sur ma chaîne YouTube et sur Instagram aujourd'hui. Alors si vous venez tout juste de me découvrir, je vous invite à aller vous balader du côté de mon compte Instagram, @AmandineLéger, et de ma chaîne YouTube du même nom pour y découvrir toutes mes recettes et mes conseils nutrition santé. Et les recettes de ma toute dernière vidéo qui sont divines, vraiment. Ok, maintenant, place au commandement numéro 8. Une belle place aux aliments bruts, tu feras. Bon, à ce stade, c'est plus nouveau pour vous, vous savez pourquoi les aliments bruts et peu transformés sont bien plus bénéfiques à votre santé. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le plaisir qu'on tire du fait de manger vient aussi du type d'aliment qu'on choisit. C'est le principe de la gratification différée versus la gratification instantanée. Quand on mange des aliments dont on sait qu'ils nous sont bénéfiques, les effets sont bien plus indirects que le plaisir instantané et éphémère qu'on tirerait d'un aliment certes très appétant, mais pas foufou pour notre santé. Mais ces effets qui sont pas flagrants sur le moment, ils sont bien plus bénéfiques à long terme puisqu'ils vont avoir un effet sur notre santé métabolique, hormonale, cérébrale, digestive, sur nos niveaux d'inflammation, notre énergie, notre humeur, nos envies, notre appétit, nos performances, notre composition physique, notre longévité en bonne santé. En consommant majoritairement des aliments peu transformés, vivants, bruts, mais aussi de saison, donc plus riches en micronutriments, et bio quand on en a la possibilité, on agit directement sur nos marqueurs de bien-être. Légumes, légumineuses, céréales, graines, fruits à coque, fruits, ils sont gorgés de bienfaits, leurs modes de préparation sont infinis et ils représentent la base de notre alimentation et celle des populations à la longévité la plus élevée de la planète. Alors certes, le circuit n'est pas le même que celui qui est très fortement stimulé quand on mange des aliments raffinés ou ultra transformés. Le fameux circuit de la récompense qui occasionne une gratification instantanée, mais très éphémère. Et qui ont tendance à entretenir un cercle vicieux de dépendance et d'accoutumance qui nous apporte de moins en moins de bien-être ou de soulagement à court terme, malgré des doses de plus en plus élevées. Par contre, s'ils ne sont pas immédiatement perçus et plus étendus sur la durée, les bienfaits profonds et durables sur notre bien-être d'une alimentation nutritive et favorable à notre santé sont largement supérieurs. C'est là qu'y mettre de la conscience est d'autant plus important. Parce que c'est aussi ce qui aide à ne pas tomber dans l'écueil de la gratification instantanée et à ne pas considérer le fait de manger sain comme une contrainte ou une punition. Et puis, faire le choix d'aliments qui ne sortent pas d'immenses chaînes de production, dont les ingrédients viennent des quatre coins du pays, voire du monde, dont la fabrication, le packaging et le transport ont généré une quantité considérable de pollution, c'est une prise de position forte et une responsabilisation qui donne du sens à nos choix alimentaires. C'est contribuer à quelque chose qui dépasse de loin les limites de notre assiette. Et c'est extrêmement satisfaisant. Et puis pour finir, si vous prenez le temps de vous familiariser avec tous ces aliments bons pour votre santé, qui vous sont peut-être aujourd'hui encore inconnus, et de les préparer à votre goût, je peux vous assurer que le plaisir immédiat que vous tirerez de leur dégustation n'aura rien à envier à un aliment sous vide au packaging tapageur que vous trouveriez dans votre supermarché. On fait le pari ? Allez, on continue avec le commandement numéro 9. Au bon gras, une place de choix tu feras. Ah, le gras. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. J'en garde en mémoire un cours de mon DU sur le sujet extrêmement dense, que je vous retranscrirai d'ailleurs dans un épisode de podcast plus digeste parce que le monde des acides gras mérite vraiment d'être mieux connu. Mais pour faire simple aujourd'hui, notre alimentation nous apporte du gras sous différentes formes. Graisses saturées, acides gras mono et polyinsaturés et parfois graisses trans aussi. Notre corps en fait du gras, stocké dans le tissu adipeux, ce qui a mené certains courants diététiques à tort, diaboliser le gras, mais il en fait aussi des hormones, des membranes cellulaires, des molécules bioactives qui jouent tout plein de rôles physiologiques, inflammation, immunité, pression sanguine. Bref, le gras qu'on mange est bien loin de simplement produire du gras dans notre corps. Et le bon équilibre des acides gras dans notre alimentation est particulièrement important pour permettre un bon fonctionnement de notre organisme, ce qui inclut aussi notre système nerveux et notre cerveau. Et ce qui va être important, sans avoir à complexifier l'alimentation, ça va être simplement de veiller à modérer les sources de graisses saturées et d'acides gras oméga 6 à la faveur d'acides gras oméga 3, sous forme allongée ou non, on pourra développer plus en détail dans un épisode dédié, et aussi monoinsaturés qui sont bénéfiques notamment pour la santé cardiovasculaire et la régulation du cholestérol. Les oméga 3, je vous en parle déjà dans l'épisode numéro 8 sur les nutriments du cerveau, que je vous invite à aller écouter parce que ça sera déjà une bonne introduction sur le sujet. Et comme ces acides gras sont aussi des régulateurs du stress et de l'humeur, les consommer en quantité suffisante sera une bonne garantie de ne pas avoir envie de sauter sur des aliments récompenses en permanence. Et oui, des émotions qui ne font pas le yo-yo et un stress mieux régulé, c'est directement moins de besoin de se booster à coups d'aliments sucrés.
Donc veillez à l'équilibre de vos acides gras, ce qui est moins compliqué qu'il n'y paraît dans le cadre d'une alimentation équilibrée, riche en végétaux et en aliments bruts ou peu transformés. Et ça, c'est une chose sur laquelle on fera un petit point aussi pendant l'atelier. Bon, on arrive presque au bout puisqu'il nous reste le 10e et dernier commandement. Tes besoins nutritionnels, tu combleras. On est aujourd'hui tellement focalisé sur le fait de brûler du gras ou la peur de prendre du poids qu'on en oublie parfois de combler nos besoins énergétiques. Ça, je vous en parle dans l'épisode sur la perte de gras, le numéro 10 de mémoire. Mais en tout premier lieu, avant d'essayer de brûler à tout va et de nous transformer en bâtons d'encens, il est impératif qu'on trouve ce point d'équilibre alimentaire qui comble nos besoins énergétiques. On ne peut pas contourner ça. Croyez-moi, votre corps, il ne va pas se laisser rouler dans la farine du déficit calorique chronique pendant longtemps. Ça peut certes marcher à court terme, mais votre corps va rapidement trouver le moyen d'adapter son métabolisme pour ne pas se laisser faire face à la famine nutritionnelle qu'on lui impose. Alors, que vous vouliez perdre du poids, maintenir une composition corporelle qui soit bonne pour vous, ou simplement prendre soin durablement de votre forme et de vos niveaux d'énergie, comblez vos besoins énergétiques. Nourrissez-vous avant de chercher à brûler à tout va. Optimisez votre métabolisme. Donnez les nutriments dont il a besoin à votre corps. Et une fois l'équilibre trouvé et maintenu suffisamment longtemps, régulez à la hausse ou légèrement à la baisse si vous en ressentez le besoin, et selon votre niveau d'activité du moment. En plus, un état de restriction ou de déficit permanent engendre un stress considérable qui se solde bien souvent par des dérapages incontrôlés pour des aliments sucrés ou hautement énergétiques. Sans parler du microbiote et du système digestif qui ne bénéficient en rien de ces états. Ce qui accentuera encore davantage les problématiques métaboliques qui peuvent mener à notamment prendre du poids qu'on essaye justement de perdre en s'imposant ces restrictions. Et quand vous comblez durablement les besoins énergétiques de votre corps, ce qui inclut aussi votre cerveau, votre rapport à la nourriture a tendance à s'apaiser naturellement, vos signaux de faim et de satiété à se réguler, tout comme votre équilibre nerveux, vos humeurs et votre énergie. Lorsque le corps n'est pas en état de privation ou de carence, là, le fait de s'alimenter sainement est bien plus une source de plaisir. Le corps est comblé, et donc, il ne cherche pas à se rattraper sur les aliments les plus riches possibles. Alors qu'au contraire, plus on se prive, plus on se frustre, plus on est naturellement attiré vers de la junk food et tous ces aliments riches en calories vides que notre corps va précieusement stocker dans ses réserves de survie. Et de fait, moins on est attiré par les aliments bénéfiques cités précédemment, qui eux ne sont pas de véritables bombes caloriques. Donc pour prendre du plaisir à bien manger, une alimentation qui soit à la fois saine et équilibrée, rien de mieux que de combler ses besoins et de ne pas créer de manque. Ça paraît évident, et pourtant, dans les faits, on ne peut pas vraiment dire que ce conseil élémentaire soit franchement appliqué. Parce que ça peut prendre du temps, particulièrement si on a généré des adaptations métaboliques suite au suivi d'un ou de plusieurs régimes. Ça peut faire peur quand on reprend du poids lorsqu'on décide de remonter nos apports à la hauteur de nos besoins, poids qui peut mettre plusieurs mois à se réguler au rythme d'une réadaptation métabolique plus favorable. Et c'est pas grave du tout, mais ça peut être difficile à accepter. Et puis ça demande de l'écoute, de l'observation et un minimum d'éducation nutritionnelle qui manque cruellement aujourd'hui. Et c'est cette éducation basique que j'essaye de vous apporter au travers de mes partages, alors j'espère vraiment qu'ils vous sont utiles. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a passé en revue les 10 commandements pour allier plaisir et santé dans l'assiette. N'hésitez pas à prendre ce qui vous parle le plus, à passer à l'action en testant une nouvelle recette, en intégrant de nouveaux ingrédients à vos repas, en observant un peu plus la manière dont vous vous nourrissez, en prenant un moment pour approfondir votre apprentissage de la nutrition. Et pour ça, je vous rappelle que je vous donne rendez-vous le 9 juin à 16h pour l'atelier J'équilibre mon assiette sans me prendre la tête, qui s'annonce vraiment chouette et truffé d'outils pour vous, et qui sera ensuite disponible en replay dans Powerhouse. Voilà, n'hésitez pas à venir me poser vos questions ou à me faire part de vos suggestions par ici ou en message privé sur Instagram, et à me dire aussi s'il y a un ou plusieurs commandements qui vous ont plus parlé aujourd'hui. Moi, je vous remercie pour votre écoute, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.